Donc, il m'est agréable de partager avec vous cette présentation sur la prise en charge des traumatismes crâniens graves, actualité et tendance. Actualité donc scientifique et tendance actuelle donc dans la médecine en matière de la prise en charge de ce problème de santé publique. Bon, malheureusement, la première tendance déjà épidémiologique, c'est en rapport avec l'augmentation du nombre des victimes du traumatisme crânien grave et qui est un problème de santé publique, on l'a dit. C'est une étude publiée dans le journal The Lancet en 2021 et qui prévoit à l'horizon de 2030 environ 50 à 60 millions de personnes qui seraient donc victimes chaque année de ce problème, avec un coût à l'économie mondiale de l'ordre d'environ 400 milliards de dollars par an. Donc c'est une vérité. Donc la tendance, elle est à la croissance malheureusement. Et en Europe, donc environ plus de 2 millions de personnes sont admises actuellement donc chaque année à l'hôpital à cause donc de ces traumatismes, avec environ 82 000 décès par an. En Algérie, on n'a pas de chiffres exacts, c'est des recoupes de journaux, donc lointains qui parlent, donc il y a 4-5 ans de cela, on est déjà à 4 000 décès par an suite donc à ce problème. Donc, on l'a dit, l'augmentation, elle est certaine malheureusement, et c'est lié, bien sûr, à la nature de la société moderne, donc avec la mécanisation et l'industrialisation de la société, qui fait en sorte que ces accidents sont presque inévitables. Je vous montre une petite compilation d'accidents. Bon, c'est choquant, mais c'est la réalité que tout le monde, quand même, doit voir. On reçoit nos malades aux urgences, plus ou moins mis en condition. Donc, on ne voit pas vraiment la réalité. Mais c'est ça la réalité. Et juste pour ouvrir une petite parenthèse pour la sensibilisation, pour nos conducteurs qui sont tout le temps dans les rues et sur les routes, c'est que la vitesse, il faut la voir autrement. Toujours, il faut réduire la vitesse. Faire un accident à 50 km/h et à 100 km/h, c'est pas pareil. Donc, quand on est à 100 km/h, c'est comme on est tombé de 14e étage. Par contre, à 75, c'est 8 étages, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste pour fermer la parenthèse. Mais sinon, revenons donc à l'actualité et aux tendances. Parce que quand même, ça, c'est une réalité. Et la science essaie quand même de proposer des solutions. Et j'ai choisi donc 4 volets, brièvement, donc pour voir ce qui se fait actuellement dans la littérature et dans les centres internationaux. Donc, on va parler un peu de biomécanique, les nouveautés et les tendances, les classifications, la prise en charge préhospitalière et enfin la prise en charge pendant les premières 24 heures. Parce qu'après 24 heures, c'est un autre monde. Donc, concernant la biomécanique, on a les théories classiques connues que nous avons connues depuis le temps. Voilà, il y a l'impact direct avec un choc sur la tête et qui crée donc des contusions, avec des phénomènes d'accélération, décélération, donc qui créent des cisaillements avec les lésions axonales diffuses. Passe la vidéo. À peu près, c'est ce qui se passe. Donc après le choc, on voit l'ébranlement qui se passe. Donc il y a le cerveau qui est fragile, qui bute sur l'os, bien sûr avec une violence réelle, et on aura donc des contusions et des lésions cérébrales. C'est ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant.
Mais actuellement, et là apparemment, si les théories qui sont en vogue actuellement se confirment, c'est qu'on risque d'avoir fait faux depuis des années concernant la prévention. C'est qu'actuellement, en plus de ces théories, les gens commencent maintenant à s'intéresser au rôle qu'a la forme de la boîte crânienne sur la transmission de l'onde de choc. C'est que on commence à dire que cette forme hémisphérique, elle fait l'effet d'une lentille. Donc, et elle fait converger donc, la l'onde de choc violente vers les structures médianes diencéphaliques. Et c'est pour ça qu'on a des comas profonds, même s'il n'y a pas de lésion cérébrale visible, notamment au scanner. C'est parce que, avec donc, un cortex qui est sain, mais une onde de choc qui dépasse tout ça avec ce phénomène-là, donc on tombe sur le diencéphale. Et si ça se confirme, cette théorie, l'idée du casque pour les motards, par exemple, c'est une fausse idée, parce que le casque, il épouse exactement la forme du crâne, et il ne fait qu'encore peut-être déplacer l'onde de choc de quelques millimètres, et le résultat est toujours pareil. Ici, c'est un petit travail pour revenir et rendre hommage à nos 12 internes qui ont fait un travail dans le service de neurochirurgie du CHU Bjaya. On a essayé d'apporter notre contribution à la compréhension de ces phénomènes. On a pris 2 internes, ils ont pris un sujet de mémoire pour dire aussi que les mémoires, c'est comme en France, ils doivent devenir voilà, d'une qualité et donner un peu du rythme aux jeunes parce qu'ils peuvent prendre ce rythme. Et la preuve, elle est là, c'est que ces 2 jeunes internes qui sont actuellement de brillantes généralistes, donc elles ont fait le travail sur ça. On a pris quelques scanners, on a caché la contusion hémorragique et on a donné donc le scanner à une mathématicienne qui nous a fait une modélisation pour nous dire est-ce que l'impact de la contusion correspond à la forme sphérique. Et là, on a eu des résultats significatifs, statistiquement significatifs, mais c'est un travail donc qu'il faut pousser encore plus loin avec notamment des séries plus importantes. Pour la deuxième tendance en matière de classification, le Glasgow qu'on connaît depuis 50 ans, il tient toujours la route. C'est qu'on a essayé de le critiquer, on a dit que ça n'est pas adapté aux enfants parce qu'ils ne parlent pas, le comateux il ne parle pas, donc on ne peut pas évaluer la réponse verbale. Mais là, depuis 50 ans à ce jour, le Glasgow est toujours le score de référence en matière de classification des nerfs, des traumatisés crâniens graves. J'ai discuté l'autre fois avec un collègue réanimateur, il m'a dit que maintenant on peut parler de traumatisme crânien grave à 10, mais dans la public, j'ai pas trouvé d'article récent dans ce sens. C'est toujours 8, c'est toujours le Glasgow qui est référent en matière donc de classification. On a maintenant des classifications nouvelles qui ont tendance à raffiner un peu le pronostic, notamment en réanimation, mais le Glasgow reste le score de référence. Le troisième point, il est en rapport avec la prise en charge préhospitalière, et ça c'est notre point faible en tant que pays en voie de développement, c'est que, en principe, le ramassage, les réanimateurs, ils nous parlent à chaque fois de golden hour, l'heure en or dans laquelle il faut minimiser les axos, les agressions cérébrales d'origine secondaire d'origine systémique, parce qu'on sait maintenant que, en plus de l'impact direct, si on laisse le cerveau, si on ne respecte pas l'homéostasie parfaite du corps humain, c'est-à-dire un état physiologique plus proche de la normale, nos lésions, malheureusement, vont s'aggraver. Et réellement, on revient. On a eu le coup, vous voyez le coup maintenant, c'est le traumatisme crânien. Et ce qui se passe sur le plan histochimique et neurobiologique est tellement sérieux qu'il peut anéantir tout travail de sauvetage. Regardez les cellules, les axones qui vont avoir donc cette tendance à la dégénérescence et notre traumatisé crânien au début avec un bilan bien précis, si on ne respecte pas justement cette étape préhospitalière, on risque de faire parvenir des malades malheureusement en mort cérébrale à l'hôpital et là c'est trop tard, donc on pourra
pas espérer. Pour terminer, donc la prise en charge hospitalière des premières 24 heures, c'est les soins intensifs bien évidemment. Il faut un lit de réanimation pour le polytraumatisé. Et quand on dit un lit, c'était un débat durant la période Covid. Pour nous, le lit, c'est le matelas ou l'asile bancaire. Non, un lit de réanimation, et nos amis réanimateurs le savent très bien, c'est pas qu'un lit, mais c'est une ressource, c'est toute une logistique, c'est une ressource humaine, c'est des paramédicaux, c'est des médecins, c'est des experts, c'est tout un monde donc pour assurer, donc d'espérer de maintenir l'activité cérébrale et de sauver le maximum de cellules possible. Donc, en matière de réanimation, je ne vais pas dire grand-chose, je ne suis pas bien placé. En matière de monitorage, par contre, si, parce que ça va nous aider, nous, chirurgiens, neurochirurgiens, quand même, à proposer notre solution à nous, c'est-à-dire comme arme thérapeutique, une hypertension intracrânienne rebelle au traitement, suite à de bons soins intensifs. Si au bout de 24 heures, on n'arrive pas, en dehors des hématomes et des indications évidentes, si on n'arrive pas à rien, il faut passer à autre chose, donc il faut un monitorage, et ça c'est pour les spécialistes et les résidents. Le monitorage, c'est pas seulement la PIC, la pression intracrânienne, mais c'est aussi le monitorage donc, de l'hémodynamique cérébrale, le monitorage de l'oxygénation cérébrale, le monitorage aussi électrophysiologique. Vous imaginez avoir un EEG pour les traumatiser, c'est excellent. Donc, sur le plan purement neurochirurgical, ce qu'on peut proposer pour ces HCC bénignes, c'est le fameux volet décompressif, mais encore une fois, isolément fait, ça ne sert à rien si on ne le met pas dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire. Il y a ceux qui ont tenté le drainage externe pour réduire un peu la pression, mais bon, c'est discuté dans la littérature. Donc, pour terminer, la tendance donc actuellement, c'est d'essayer de quantifier l'étendue des dommages axonaux. En réanimation, il y a des équipes, notamment une équipe anglaise, qui commence à proposer des biopsies pour les traumatisés crâniens graves pour essayer de délimiter les zones qui sont encore fonctionnelles pour pousser encore plus la prise en charge. C'est un peu vraiment hard, mais il y a une équipe qui a eu l'accord pour faire donc, des essais cliniques dans ce sens. Et enfin, je pense la solution finale, c'est sur plan organisationnel, mais ça nous dépasse en tant que professionnel de la santé, c'est d'arriver donc à avoir les fameux trauma centers, donc qui seraient donc des centres qui vont recevoir justement ces polytraumatisés dans un cadre pluridisciplinaire de traumatologie. Et pourquoi pas à Abidjan, on aura un centre pareil dans quelques années. Et merci.